Début section 0 partie 2. Financé par Saméris. Études historiques et critiques. Ici, les événements viennent donner une consécration solennelle à la puissante parole de M. de Bretonne. On vit à la fin du siècle dernier, dans une île de l'archipel américain, des nègres et des mulâtres courbés sous le poids de la plus odieuse servitude, se relever soudainement, briser audacieusement leur fer, en forger des instruments de vengeance, conquérir leur liberté, la maintenir et la faire respecter. Ce peuple est le peuple haïtien. Parmi les fondateurs de son émancipation se détache majestueusement du fond du tableau un homme qui eût honoré n'importe quelle nation. Il était petit et fluet, actif et infatigable. S'il avait la bouche vilaine, il avait des yeux magnifiques qui lançaient comme des éclairs de génie, une pose qui commandait le respect universel. Il avait la voix un peu nasillarde, mais la diction correcte. Rarement sa phrase manquait d'impliquer un sens profond et judicieux, se couvrant du manteau de la superstition qu'il assimilait à la religion, pour mieux flatter et diriger les passions grossières des siens, allant d'un pas indifférent du confessionnal de la pénitence à l'estrade des cours prévôtales, qu'il présidait souvent, venant de recevoir du prêtre l'absolution de peccadille qu'il voulait bien avouer, et courant sans frémir livrer à la mort même l'innocence. Catholique fervent en apparence, ayant toujours à la bouche le saint nom de Dieu, mais politique cruelle sous le prétexte de la raison d'État, prétexte si facile à invoquer par les tyrans. Avare des deniers du peuple, tant pour lui que pour ses serviteurs les plus dévoués, donnant peu de temps au sommeil, toujours à cheval ou dans son cabinet, franchissant 50 lieues par jour ou répondant à 50 lettres dans le même espace de temps, épuisant 3 chevaux dans chacune de ses traites ou fatiguant 3 secrétaires dans chacune de ses journées. Tel était Toussaint L. Ouverture qui, malgré les nombreuses illustrations des temps modernes, brillera dans les fastes l'humanité comme capitaine et comme politique. Et ce qui prouve qu'il nie pas de races meilleures ou pires, les unes que les autres, c'est que Toussaint l'Ouverture exagéra le crime comme la vertu. C'est alors que le premier des Noirs, déchu du haut rang qu'il occupait, trahi par ses propres lieutenants, enlevé à son pays, transféré brutalement sous le ciel glacé de la Franche-Comté, écrivit les mémoires que nous exhumons de leur enfouissement et que nous livrons tout entier à la lumière de la publicité. On verra dans ces mémoires qu'aucun talent n'est au-dessus de la portée du nègre. La guerre, la législation, l'éloquence, l'ouverture sut tout atteindre. L'existence de ces mémoires fut d'abord mentionnée par le vénérable abbé Grégoire, évêque de Blois, dans son ouvrage si curieux et si intéressant intitulé « De la littérature des nègres ». En 1845, le journal La Presse en publia quelques fragments. Alors quelques personnes parurent douter de leur authenticité. Mais tout récemment, par la bienveillante entremise de M. Fleutelot, membre de l'Université de France, je pus avoir du général Desfourneaux communication d'une copie de ses mémoires qu'il avait en sa possession. Plus tard, de recherche en recherche, j'arrivai à en découvrir aux Archives générales de France le manuscrit original. Je parcourus avidement et avec une attention religieuse ces longues pages toutes écrites de la main du premier des Noirs. L'émotion que leur examen me causa se comprendra mieux qu'elle ne peut se décrire. Le souvenir d'une si haute renommée courbée sous le poids de tant d'infortunes jette l'âme dans un abîme de réflexion. Toutefois, l'histoire dira que 2 choses perdirent sur l'ouverture. Ces fausses préventions contre les anciens libres, nègres et mulâtres, qu'il enveloppa toujours dans la même proscription, tandis que ces anciens libres pouvaient être si utiles au succès de sa cause, et sa ligue avec les colons pour rétablir l'esclavage, sous la forme de la glèbe. En effet, aussitôt qu'il eut éloigné de ses conseils les hommes de couleur, force lui fut d'y appeler les anciens maîtres. C'est là la source de cette guerre sacrilège, implacable, qui éclata entre lui et Rigaud, guerre qui moissonna tout ce que le pays avait de vertu, de talent, d'héroïsme, et qui sembla n'épargner que les méchants. L'ouverture sentit bien un jour que le nègre et le mulâtre doivent faire cause commune, au lieu de s'entre-déchirer, c'est quand, abandonné des flatteurs qui le perdirent, séquestré de l'univers, il ne trouva à ses côtés que Martial Besse, mulâtre, général de brigade, détenu comme lui au château de Joux, qui voulut bien recopier ses manuscrits et leur donner l'orthographe qui leur manquait. Ainsi, dans les petites choses, le doigt de la Providence se montre. Note
1. De la littérature des nègres, par H. Grégoire, premier volume, Paris, 1818. 2. Besse, Martial, naquit au Terrier Rouge, dépendance du Fort Dauphin, aujourd'hui Fort Liberté, le 15 septembre 1759. Son père, Colomb Blanc, l'envoya en France pour y faire ses études. Mais Besse aima mieux s'enrôler dans le Royal Auvergne, où il servit du 3 août 1779 au 7 mai 1783. Congédié, il revint à Saint-Domingue et parvint pendant la Révolution au grade de chef de brigade. Reparti pour France, il défendit la Convention nationale aux Journées de Vendémiaire, sous les ordres du général Bonaparte, et fut nommé général de brigade. Plus tard, lors de l'expédition de Saint-Domingue, il fut chargé par le général Leclerc de pacifier l'île de la Tortue. Mais comme bientôt l'on redouta qu'il n'allât grossir l'insurrection inaugurée par l'adjudant général Pétion, Alexandre, il fut embarqué pour France. Relégué au château de Joux, il y rencontra Louverture. Rigaud vint les y joindre. Enfin sorti de ce château, ainsi que Rigaud, après la mort de Louverture, il fut envoyé à Melun, d'où il réussit à s'évader et à se rendre en Haïti, à la fin du règne de Dessalines. Christophe le fit comte et maréchal de son royaume. Il mourut vers 1816. L'histoire doit lui reprocher d'avoir été de ceux des mulâtres qui, le 2 septembre 1790, jurèrent au Terrier Rouge respect aux Blancs. Fin de note. Aujourd'hui, j'aurais pu à mon tour poursuivre le travail de Martial Besse et, refouillant dans mes souvenirs scolaires, en tirer quelques tournures de rhétorique pour diaprer les mémoires que je publie. N'est-ce pas ainsi que l'on procède à l'égard de cette foule de mémoires contemporains dont la librairie nous inonde chaque jour? Mais j'ai pensé que dans une œuvre destinée à faire prendre, pour ainsi dire, en flagrant délit le mérite littéraire d'un nègre, bien que ce nègre n'eût point fait d'humanité, il valait mieux maintenir l'intégrité du texte, même au détriment de mon amour-propre patriotique. Cependant, tels qu'ils sont, malgré l'imperfection du style, les mémoires de l'ouverture sont empreintes d'une candeur qui honore son âme, d'une ampleur d'idées et d'une élévation de forme que ne désavoueraient pas bien des écrivains de profession. Ainsi, quand le premier des Noirs, racontant la conduite inique du général Leclerc à son égard, s'écrie « Sans doute je dois ce traitement à ma couleur, mais ma couleur m'a-t-elle empêché de servir ma patrie avec zèle et fidélité? La couleur de mon corps nuit-elle à mon honneur et à ma bravoure? » Ne croirait-on pas entendre Othello dans la tragédie de Ducis, quand il s'écrie aussi « Quoi? Ce nom d'Africain n'est-il donc qu'un outrage? La couleur de mon front nuit-elle à mon courage? » Othello, acte 1, scène 5. Si nous rencontrons dans les mémoires de l'ouverture de pareils mouvements de style, des réflexions aussi profondes, combien ne devons-nous pas regretter que l'ouverture n'ait pas eu, comme les grands capitaines de l'Antiquité, comme Xénophon, Thucydide, César, le loisir de nous transmettre plus de révélations qu'il ne l'a fait? Combien ne devons-nous pas regretter surtout que cet homme extraordinaire se soit trouvé, par toutes sortes de circonstances, dans l'impossibilité de revoir ce qu'il venait d'écrire? Car on peut bien juger de la trempe de son esprit quand on saura que dans son manuscrit propre, tout est de premier jet. Pas une rature, pas une surcharge. C'est l'homme qui écrit sans prétention, dans la sincérité de son droit, se préoccupant peu de faire de l'esprit, de déployer les ressources de l'art, écrivant seulement pour se justifier, ne cherchant nullement à se poser au regard de la publicité et à briguer un genre de renommée, dont il pouvait après tout se passer sans cesser d'être grand. Il est à regretter cependant que dans d'autres documents, l'ouverture ait démenti parfois la fierté de son langage par des défaillances de courage, par des expressions précatives à l'adresse de ses persécuteurs. Mais pas plus qu'il n'y a de soleil sans nuage, il n'y a d'héroïsme sans tache. D'ailleurs, le lecteur ne doit pas oublier que déjà âgé, confiné dans le fond d'un humide cachot, ne couchant que sur une paille infecte, souffrant des rigueurs d'un hiver excessif, chose jusque-là inconnue pour lui, privé des moindres commodités de la vie, obligé alors de faire lui-même sa triste cuisine, séquestré de sa femme et de ses enfants, qu'il adorait, ne voyant jamais dans ses regards se refléter un regard ami, le lecteur ne doit pas oublier, dis-je, que l'ouverture ait pu, sans croire se déshonorer, s'abandonner à quelques pleurs, à quelques gémissements, à quelques supplications,
Au reste, d'autres captifs non moins illustres que lui, mais à qui l'éducation avait donné un certain charlatanisme en face de l'adversité, ne se sont-ils pas néanmoins surpris quelquefois à verser des larmes au souvenir de leur grandeur déchue? Les mémoires ne commencent pas malheureusement à la naissance de leur auteur. Quel peintre plus habile que l'ouverture eût pu nous transmettre le tableau de la vie du nègre esclave avant la Révolution? Cette vie si laborieuse, si dure, dans le cours de laquelle beaucoup tombaient, affaissés sous le poids du chagrin, du désespoir, occasionné par la barbarie des maîtres, pendant que d'autres, moins infortunés, arrivaient à une aisance, à un bonheur domestique bien supérieur à celui d'un grand nombre de libres. Si l'ouverture était de ces derniers, il dut avoir cependant plus d'une fois à gémir et à pleurer sur le sort de ses semblables dont il était le sage conseiller, souvent le confident attristé. L'histoire de l'esclavage des nègres, racontée par un esclave nègre de l'intelligence de l'ouverture, eût été le livre le plus curieux et le plus instructif que l'ami de l'humanité put ouvrir et consulter. Cette histoire, à mon avis, eût mieux valu que les déclamations du négrophilisme, à qui on peut reprocher, soit dit en passant, au moins autant de mal qu'il a fait de bien. L'ouverture avait de plus une grande tâche à remplir. C'était de nous peindre la prise d'armes des esclaves dans le nord de Saint-Domingue, au mois d'août 1791, de nous conduire à travers les massacres, les pillages, les incendies auxquels il assista, jusqu'au moment où, rejetant les 20 hochets de noblesse que la fierté castillane s'était abaissée à lui décerner, comme aux autres insurgés, il entra dans le giron de la glorieuse République française, aujourd'hui si calomniée, et qui cependant sauva l'humanité des fureurs du despotisme, en rendant à la nature humaine sa dignité. Mais parmi toutes les exigences que notre curiosité avide de renseignements eût eu le droit d'exiger de l'ouverture, la principale surtout, c'eût été l'explication de l'horrible guerre civile qu'il fit à André Rigaud, sans motif honnête, sans nécessité métropolitaine ou indigène, uniquement pour le bon plaisir des colons ou des Anglais. Aussi, l'ouverture semble avoir ici honte de lui-même. Tout est silence, comme à l'époque où il combattait sous les bannières espagnoles le principe de la liberté générale que la France républicaine avait proclamé. Ce silence sur les deux graves périodes de l'histoire de la race noire à Saint-Domingue ne provient-il pas d'un retour sur la conscience qui, après tout, survit aux événements pour les glorifier ou les flétrir? Ce silence ne serait-il pas la condamnation la plus complète et la plus solennelle des deux plus néfastes situations du drame colonial? Malgré les défauts et les lacunes que nous venons de signaler, les mémoires de l'ouverture serviront à réfuter victorieusement les fausses et malignes assertions que Boiron-Tonnerre hasarde contre lui dans son travail sur Haïti. Ils serviront surtout à constater que l'intelligence du nègre peut s'élever à la hauteur de toutes les connaissances. En effet, le terrain est bon. Il ne lui a manqué jusqu'à présent qu'une savante culture. A-t-on encore vu, soit dans les colonies dépendantes des métropoles, soit dans celles qui s'en sont affranchies, les gouvernements établir sur quelque large base aucun système d'enseignement universitaire? Le soin d'élever les générations, ce soin capital d'où dépendent l'avenir et la prospérité des peuples, est à peu près abandonné à l'incurie, quand ce n'est pas à l'ignorance. Et pourtant partout se montre une génération de nègres avides des bienfaits de l'instruction. Elle étonne surtout en Haïti par la précocité de ses dispositions, par la justesse de son raisonnement. Pourquoi le temps n'a-t-il pas respecté les jours de Granville et de Lemoine, ces deux esprits supérieurs dignes de l'Antiquité par la splendeur du génie? Quel fructueux enseignement la jeunesse de nos jours n'eût-elle pas retiré des leçons de ces deux maîtres? Toi, surtout, ô Lemoine, ô mon savant maître, quelle salutaire influence n'eusses-tu pas eue sur des esprits aussi bien disposés? Ton goût si attique, ta parole si brillante, ton style si suave, sont encore présents à nos souvenirs. Si Dum l'a chanté dans ses vers les talents et la gloire de Granville, ici dans ma prose, ô Lemoine, je consacre une page à ta mémoire. Puisse cette page la porter à la postérité. Note 1. Mémoire pour servir à l'histoire d'Haïti par Boiron-Tonnerre, précédée d'une étude historique et critique par Saint-Rémy, chez France, libraire, Paris, quai Malaquais, numéro 15, 1851. 2.
Monsieur Dumesle, Érard, naquit dans la commune de Torbeck le 16 juin 1784. Fils de mulâtre et de nègre, c'est-à-dire griffe, il s'est fait un nom au barreau, à la tribune et dans les lettres. Doué d'une mémoire prodigieuse, sa tête est toute une encyclopédie. Tombé comme Premier ministre de la Révolution de 1843, aujourd'hui si injustement décrié, il est maintenant exilé. On a de M. Dumesle un ouvrage très intéressant intitulé « Voyage dans le nord d'Haïti », imprimé au Cail. Il serait à désirer qu'avec son grand talent, il nous donnât une histoire de la Révolution de 1843. Il doit ce travail à son pays et à lui-même. 3. Granville, Jonatas, mulâtre, naquit au port de Paix vers 1783. Il se distingua dans les armées de la métropole. Aussi fut-il décoré par Napoléon. Il ne revint en Haïti qu'à la restauration des Bourbons. Il fut employé par le président Pétion à l'arme du génie, en son grade de lieutenant, puis dans la magistrature, et enfin appelé à la direction du principal collège de la République par le président Boyer. Il mourut au Cap-Haïtien en 1841. 4. Le moine, Prosper, blanc, naquit à Paris vers 1796, élevé au lycée de Versailles, dont le nom est célèbre, il vint se livrer à l'enseignement en Haïti. Il mourut au Caïs en mai 1839. Fin de note. Ce n'est pas seulement le personnel de l'enseignement laïque qu'il s'agirait de fonder dans les îles. Il faudrait aussi réformer le personnel de l'enseignement religieux. Nulle part dans la chrétienté le clergé ne profane autant que là le sacerdoce dont il est revêtu. Avide d'argent, corrupteur de l'innocence, artiste en troubles civils, tel est généralement le clergé de certaines îles. Quelques nobles exceptions ne font ressortir qu'avec plus d'éclat le spectacle scandaleux dont ces contrées sont affligées. Cependant, quoi qu'elle soit, pour ainsi dire, privée de guide dans ses études, la génération actuelle aura cet immense avantage sur celle qui l'a précédée, qu'elle aura assisté à nos crises civiles et qu'elle aura vu combien les excès politiques sont déshonorants. Étrangère aux luttes qui ensanglantèrent la patrie, elle sera plus sage dans sa marche. Et, se rendant bien compte des notions du juste et de l'injuste, elle dominera tous les vains et sombres préjugés qui causèrent nos maux. Plus instruite et surtout plus consciencieuse, elle saura que l'histoire, comme une Euménide, s'attaque même par-delà la tombe à ceux qui font injustement couler les larmes de leurs semblables. Enfin, éteignant le flambeau de la discorde que des mains aussi imprudentes que coupables ont allumé entre les diverses races, à toutes les époques, elle secondera le gouvernement actuel dans son œuvre de conciliation et de progrès. Tel doit être notre vœu. Et puisque déjà ce vœu commence à se réaliser sous ce gouvernement qui permet de s'exprimer en toute liberté de conscience, chose de laquelle ne peut découler que le plus grand bien, il ne nous reste qu'à exciter de toutes nos forces l'ardeur de l'étude parmi nos jeunes concitoyens. L'ouverture ne leur donne-t-il pas l'exemple de ce que peut la volonté de s'instruire? Sorti du sein de l'esclavage, il parvint au plus haut rang qu'un citoyen puisse occuper dans son pays. Étranger à tout autre enseignement qu'à celui que donne la méditation, il vient aujourd'hui se révéler à nous comme écrivain. Quel vaste sujet d'émulation! Naguère donnant aussi aux jeunes hommes de ma race l'exemple de la volonté de bien faire, j'ai essayé d'esquisser la mémorable carrière que parcourut et décrivit l'ouverture. Ai-je réussi dans ma tâche? Je l'ignore. Mais toujours est-il que le seul désir d'être utile à mon pays m'animera toujours. Plus on est loin du ciel de la patrie, plus on s'attache à ses revers, comme à sa gloire. Je continuerai donc à déchirer le linceul de l'oubli où sont renfermées nos figures historiques les plus célèbres. Je continuerai cette pieuse mission pendant l'exil pénible et rigoureux, autant que peu mérité, que je subis et dont le souvenir a dû sortir de la mémoire de l'empereur Faustin Ier, car ceux qui l'ont approché disent qu'il a le cœur noble et grand. Mais comme mes compatriotes de race ont partout accueilli mes premiers essais avec une bienveillance qui m'honore, j'agirai de manière à mériter davantage cette bienveillance dans la vie d'Alexandre Pétion. Aujourd'hui, c'est le premier des Noirs lui-même qui va nous entretenir de ses travaux. Je louerai le ciel si son œuvre, plus que la mienne, peut relever aux yeux du monde civilisé la race à laquelle nous appartenons tous deux, plus heureux et plus fiers du mérite de l'ouverture que du mien propre. Les enfants ne se glorifient-ils pas dans leur père? Note:
1. Vie de Toussaint Louverture, Paris, 1850, chez Moquet, rue de la Harpe, 90. Fin de note. Fin de section 0, partie 2. Financé par Saméris.